Une petite communauté du Tennessee est secouée par la disparition d'une femme âgée très estimée. Plus les enquêteurs cherchent, plus le mystère de sa disparition s'épaissit. La vérité commence lentement à émerger dans une direction complètement inattendue. Alors que la police et le FBI essaient d'aider les habitants d'une petite ville à retrouver leur ami, Memphis, au Tennessee, le 7 août 1992, à 40 km de là, dans la petite ville de EADS, Alan Roberts, un prospère promoteur immobilier, rentre chez lui après le travail. La voiture de sa femme est dans l'allée, comme d'habitude, mais il est surpris de trouver le courrier sur le véhicule. Son épouse, Do Roberts, laisse toujours un mot quand elle sort, mais cette fois-ci, elle n'avait rien laissé. Sur le comptoir de la cuisine, Allen trouve les médicaments que prend Do pour traiter son asthme. Or, elle emporte toujours son aérosol pour inhalation quand elle sort. Il appelle leurs meilleurs amis qui vivent tout près. De tous ceux à qui il parle, personne n'avait vu ni parlé à Do. Roberts craint qu'elle n'ait eu une crise d'asthme pendant qu'elle travaillait dans le jardin. Il la cherche sur la propriété, mais ne trouve aucune trace d'elle. Il se prépare à appeler la police quand le téléphone sonne. L'homme au bout du fil avait un accent asiatique. L'homme demande une rançon de $100 000 en échange de Do. L'homme ne lui indique pas où laisser l'argent et raccroche. Assommé, Allen appelle immédiatement le bureau du shérif de Shelby County pour signaler la disparition de sa femme et aviser la police de l'appel du ravisseur. Une équipe de policiers et d'inspecteurs est dépêchée à la maison. Roberts leur dit qu'il n'avait pas reconnu la voix de son interlocuteur et qu'il ne connaissait personne qui aurait pu vouloir s'en prendre à elle. Pendant l'interrogatoire, les agents du bureau du FBI de Memphis arrivent. EADS est situé à 50 km de la limite entre l'Arkansas et le Mississippi. Si quelqu'un a emmené Do dans un autre État, la responsabilité de la retrouver incomberait au FBI, car le transport d'une victime d'un État à l'autre est un crime fédéral. Roberts déclare qu'il avait vu sa femme pour la dernière fois le matin même. Ils avaient pris leur petit déjeuner ensemble, comme ils le faisaient tous les matins depuis 43 ans. Vers 10 heures, Aaron part rencontrer un client potentiel venu de l'extérieur qui s'intéresse à l'une de ses propriétés. Le client, un certain Sam Wagner, avait appelé la veille pour prendre rendez-vous et visiter la propriété à 10h30 ce matin-là. Roberts déclare qu'il avait attendu pendant plus d'une heure, mais que Sam Wagner ne s'était jamais présenté. Il avait passé le reste de l'après-midi à étendre des rouleaux de gazon sur le terrain d'une autre de ses propriétés. Les enquêteurs doivent vérifier la maison pour voir s'il n'y avait pas d'indices. Roberts leur montre l'aérosol de Do et déclare que sans lui, elle pourrait mourir si elle était victime d'une crise. Les policiers doivent la retrouver au plus vite. Ils se mettent à la recherche de traces d'entrée par effraction en vérifiant toutes les fenêtres et les portes. Rien ne semblait suspect. Certaines personnes quittent volontairement le foyer, mais elles maquillent les lieux pour faire croire à un enlèvement. Les policiers vérifient la chambre de Do. Ses valises et tous ses vêtements se trouvaient toujours là, de même que ses objets de valeur. Elle ne semblait donc pas partie de son plein gré. Si quelqu'un l'avait enlevée, un indice laissait supposer que cela s'était produit à l'extérieur, comme en témoigne l'agent spécial Johan Overholt du FBI. Alan Roberts avait trouvé du courrier dans l'allée. Ces lettres n'avaient jamais été apportées dans la maison. Il en avait déduit que sa femme était allée à la boîte aux lettres et qu'elle n'avait pas eu le temps de rentrer. Elle avait laissé le courrier là où on l'avait trouvé. À partir de l'allée, les policiers commencent des recherches méthodiques en quadrillant les 60 hectares de la ferme pour découvrir ce qui était arrivé à la femme de 65 ans. Malgré les nombreux efforts des équipes de recherche, on ne trouve rien. Le meilleur moyen d'obtenir de nouveaux indices serait d'attendre un autre appel du ravisseur. On surveille les appels que reçoit Alan Roberts tout de suite après l'enlèvement. Avec son accord, on branche un enregistreur sur son téléphone au cas où le ravisseur le rappellerait. Tous les appels seraient retracés. Si l'homme à l'accent asiatique rappelait, le FBI serait prêt. Plus tard le même soir, le téléphone sonne. Il provenait d'une cabine téléphonique à proximité. Des policiers se rendent à l'endroit d'où provenait l'appel. Il semblait bien qu'il s'agissait de l'homme qui avait appelé plus tôt. Il déclare que Do était en sécurité et qu'il savait que les autorités écoutaient l'appel. Roberts déclare que le ravisseur lui avait ordonné de retirer le ruban de l'enregistreur et de le détruire dans l'allée de la maison. L'équipe change rapidement la cassette pour une cassette vierge. Il n'y avait alors aucun policier à l'extérieur. Quand les agents de police de Shelby County arrivent au téléphone public, il n'y avait personne. L'homme qui avait fait l'appel était parti. À l'aube, les enquêteurs étendent leurs recherches à la ville entière de EADS, demandant aux amis et aux voisins de Do quand ils l'avaient vu pour la dernière fois ou s'il avait vu quelque chose d'anormal le jour de sa disparition.
Personne ne se rappelait avoir vu ni entendu Doe ce jour-là. Un voisin déclare aux enquêteurs qu'il avait remarqué une certaine tension entre Doe et Allen à l'église plus tôt dans la semaine. Mais on ne trouve aucune piste solide. La nouvelle de l'enlèvement se propage et les chaînes de télévision s'emparent de l'histoire. Joe Birch, de WMC-TV à Memphis, parle de la réaction de la petite ville suite à la disparition de Doe. Beaucoup de gens croyaient que le coupable était quelqu'un de l'extérieur parce que tous ces gens fréquentaient la même église. Ils organisaient des soirées et passaient beaucoup de temps ensemble. Ils avaient investi beaucoup d'énergie dans cette petite communauté et ils évitaient le centre-ville de Memphis, un endroit dangereux selon eux. À mon avis, les habitants de EADS croyaient que le crime avait été commis par quelqu'un de l'extérieur. Mais il y avait tout lieu de se demander comment un inconnu aurait pu passer inaperçu à Is. La première journée de l'enquête se terminait, et l'agent Overall était de plus en plus inquiète. Les 24 heures qui suivent un enlèvement sont cruciales. Plus le temps passe, et plus les chances de retrouver la victime en vie diminuent. Le deuxième jour, des habitants de la ville se réunissent pour montrer leur soutien. Et pour prier pour le retour de Doe. Pendant que la ville de Is était en prière, les enquêteurs, eux, tournaient leur attention vers le suspect le plus vraisemblable. Dans un cas comme celui-ci, nous commençons toujours par interroger la famille. Et à partir de là, nous agrandissons peu à peu notre champ de recherche. On devait commencer par le mari, Allen Roberts. Il était possible qu'il s'en soit pris à elle et qu'il se soit ensuite servi d'un complice pour faire les appels. Il est toujours pénible pour les membres de la famille de se faire considérer comme des suspects. Les autorités durent demander au mari, fou d'inquiétude, de se soumettre au détecteur de mensonges. Allen ne s'attendait pas à cette enquête, mais il accepta. Le polygraphe mesure les réactions physiologiques d'un sujet lors d'un interrogatoire. D'abord, le sujet parcourt toutes les questions, pour ne pas être surpris lors de l'examen. Bien qu'on l'appelle communément un détecteur de mensonges, le polygraphe ne décèle pas les mensonges. Il détecte toutefois les réactions caractéristiques des gens qui mentent, comme l'accélération de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la tension artérielle et de la transpiration. Même si les résultats de cet examen sont rarement recevables en cours, beaucoup d'enquêteurs croient que le polygraphe leur permet de savoir dans quelle direction orienter leurs recherches. L'examinateur pose à Roberts des questions qui n'étaient pas reliées à l'affaire afin de mesurer ses réactions lorsqu'il disait la vérité. Il lui pose ensuite des questions sur sa relation avec Doe et sur les événements le jour de sa disparition. L'examinateur analyse ensuite le graphique obtenu pour déterminer si Roberts avait menti en répondant à certaines questions sur l'affaire. Il en conclut qu'Allen Roberts avait dit la vérité en répondant à toutes les questions. Allen était convaincu que c'était terminé. Mais les agents savent que les résultats de ces examens ne sont pas toujours exacts. On ne pouvait pas encore l'éliminer de la liste des suspects. Pour vérifier l'alibi de Roberts, le FBI veut retrouver Sam Wagner, l'homme qu'il devait rencontrer le matin de l'enlèvement de Doe. On se dit que ce Sam Wagner était peut-être venu dans la région après avoir entendu parler de la situation financière des Roberts et qu'il avait enlevé Doe parce qu'ils étaient riches. Les agents fouillent dans les bases de données du FBI ainsi que dans les dossiers de la régie des véhicules à l'échelle du pays, à la recherche de quiconque du nom de Sam Wagner. Les agents du FBI de plusieurs États interrogent des hommes de ce nom, mais chacun d'eux est rayé de la liste des suspects. On commence à avoir des soupçons sur Allen Roberts quand on voit qu'il est impossible de retrouver ce Sam Wagner. Il nous apparaît vraisemblable que Roberts était l'instigateur de cet enlèvement. Si Allen s'en était pris à sa femme, peut-être trouverait-on un indice dans les relevés téléphoniques et bancaires du couple. Mais tout ce que les enquêteurs découvrent ne fait que confirmer le fait que le couple menait une vie normale dans une petite ville. Il n'y avait eu aucun contact avec un individu suspect et rien n'indiquait que Doe avait dépensé de l'argent après le setup. On n'avait plus de pistes à explorer. On finit par en déduire que Doe Roberts était morte. Après environ 2 ou 3 semaines sans retrouver la victime, on en vient à croire qu'il s'agissait probablement d'un homicide. J'ai demandé, par le biais de mon superviseur, que l'on mène cette enquête conjointement avec le bureau du shérif de Shelby County. S'il s'agissait d'un meurtre, le procès aurait lieu à la cour de l'État. L'équipe retourne chez les Roberts. La seconde fois qu'on fouille la propriété d'Allen Roberts, on le fait davantage dans l'optique de recherche judiciaire. On cherche des éclaboussures de sang dans la maison et la grange. Roberts est coopératif. Il était prêt à faire tout ce qu'il faudrait. Les techniciens judiciaires du FBI et du bureau du shérif examinent tous les bâtiments à la recherche de traces d'un meurtre, d'un nettoyage intensif ou d'un corps. Ils recueillent également des cheveux et des fibres de tapis dans la camionnette d'Allen pour les comparer à tout indice que l'on pourrait éventuellement trouver. Ces recherches éreintantes prennent 2 grosses journées.
Alan Roberts était de plus en plus frustré de voir les autorités dépenser autant d'énergie sur lui. Il était épuisé. Et pendant ce temps, le ravisseur courait toujours en liberté. En 1992, le bureau du shérif de Shelby County et le bureau du FBI de Memphis fouillent la ferme d'Alan Roberts et ses bâtiments à la recherche d'indices corroborant la thèse de l'assassinat de sa femme. Roberts était soumis au détecteur de mensonges et on n'avait trouvé aucune trace de sang sur sa propriété. On ne disposait d'aucun autre suspect et les enquêteurs détenaient des preuves indirectes qui mettaient Roberts en cause. Même si plusieurs personnes avaient vu Roberts ce jour-là, leur témoignage ne couvrait qu'une période de 5 heures. Autrement dit, Roberts avait eu amplement le temps de se débarrasser d'un cadavre. Le présentateur de nouvelles, Joe Birch, avait remarqué l'apparente froideur de Roberts quand il avait couvert cette histoire. Quand votre femme disparaît, on s'attend à ce que vous soyez bouleversé. Mais ça n'a pas été le cas avec Alan Roberts. Il était calme, voire serein et sans détour. On ne l'a pas vu pleurer ni manifester d'émotion comme c'est le cas d'habitude lors d'un enlèvement. En septembre, l'homme à l'accent asiatique refait surface, déclarant qu'Alan était mêlé à cette affaire. Le ravisseur se met à appeler les habitants de Hiss, déclarant que Doe Roberts était toujours en vie. Lors de ces appels, il indique qu'Alan avait participé au complot pour faire enlever sa femme. C'était extrêmement décevant parce qu'il ne disait jamais où laisser l'argent. Tous les appels avaient été faits dans un rayon de quelques kilomètres de la maison de Roberts, ce qui était risqué de la part du ravisseur, compte tenu de tout le brouhaha qu'avait créé l'affaire au sein de la petite communauté. Cette audace laissait présumer que le ravisseur vivait dans les environs, que sa présence ne paraissait pas étrange, et qu'il se croyait hors d'atteinte des enquêteurs. Résolu à faire avancer l'affaire, Alan Roberts prend les choses en main, offrant une récompense en échange du retour de Doe saine et sauve. Il annonce alors qu'il débranche le matériel du FBI de son téléphone, afin que le ravisseur puisse l'appeler. Le 8 octobre 1992, soit 2 mois après la disparition de Doe, le ravisseur rappelle Alan Roberts. Il lui demande de se rendre au téléphone public d'une station-service à environ 2 km de chez lui. Roberts se rend rapidement sur place. Une fois encore, il était seul et aucun témoin ne pourrait corroborer ses dires. Le téléphone sonnait déjà quand il arriva. Il espérait retrouver sa femme. L'homme à l'accent asiatique déclare que Doe était toujours en vie et qu'elle se trouvait avec lui. Il demande à Roberts de lui donner le nom d'un intermédiaire en qui il avait confiance et que le ravisseur pourrait contacter. Roberts lui mentionne le nom de Charles Lord, un dirigeant dans la communauté paroissiale et un bon ami de la famille. L'homme au bout du fil déclare qu'il lui donnerait bientôt des consignes à propos de la rançon. Il raccroche. Charles Lord, l'homme dont Roberts avait donné le nom au ravisseur, était le trésorier de la paroisse. Au nom d'Alan Roberts, il demande publiquement au ravisseur de l'appeler pour lui donner les consignes sur le dépôt de la rançon. Tous voulaient revoir Doe. Le ravisseur appelle Charles Lord ainsi que d'autres habitants de EADS, mais il ne donne aucun détail sur l'échange éventuel. En novembre, Charles Lord demande aux enquêteurs de venir chez lui. L'agent spécial Johan Overall espérait obtenir enfin quelque chose sur le ravisseur. Charles Lord déclare que tard dans la soirée, il avait entendu une voiture s'arrêter devant chez lui. Il se rend à sa boîte aux lettres où il trouve une enveloppe. C'était une demande de rançon du ravisseur. Les enquêteurs se réjouissent enfin d'avoir un indice en main. Des empreintes digitales, des cheveux ou des fibres sur la lettre pourraient constituer un lien avec le ravisseur. Malheureusement, quand on leur remet la lettre, certains indices avaient été contaminés. Charles Lord avait pris cette lettre et l'avait montrée à plusieurs personnes avant de nous appeler et de nous la remettre. Il y avait donc beaucoup d'empreintes digitales sur la lettre quand on l'a eue. Les experts du labo examinent les empreintes pour découvrir qu'elles provenaient toutes de Lord et des personnes qui avaient regardé la lettre après lui. Rien qui pouvait mener au ravisseur. Le message ne leur fournit guère plus d'indices. Le montant de la rançon avait diminué, mais on n'avait toujours aucune directive quant à l'endroit où on devait la laisser. Le ravisseur prenait un malin plaisir à déjouer la police. Au cas où il rappellerait Lord de nouveau, les agents lui tendent un piège. Notre bureau a établi une surveillance de sa boîte aux lettres à l'aide d'une caméra cachée dans une cabane d'oiseaux près de la boîte. Ainsi, si le ravisseur laissait une autre lettre, on capterait son image sur vidéo. Les agents installent également un système d'écoute et d'enregistrement sur la ligne téléphonique de l'ordre. On n'avait toujours pas trouvé de preuves concrètes de l'implication d'Alan Roberts, mais un nouveau suspect semblait se dessiner. Charles Lord jouait un rôle actif au sein de l'enquête, et il s'arrêtait souvent au bureau du shérif pour vérifier les progrès de la police. Les policiers se mettent à le soupçonner, à cause de son intérêt marqué pour l'affaire, et la nature étrange des appels qu'il disait recevoir du ravisseur.
Charles Lord déclare qu'il avait reçu plusieurs appels du ravisseur. Il avait aussi affirmé qu'il avait parlé à Doe Roberts. Or, tous ceux qui avaient parlé au ravisseur n'avaient jamais pu parler à Doe Roberts. Les agents ne purent jamais entendre les enregistrements de ces appels. Chaque fois que le ravisseur appelait, il semblait que notre équipement avait lâché. Au cours de la semaine suivante, Lord signale avoir reçu une nouvelle demande de rançon ainsi que le foulard de Doe. Dans sa boîte aux lettres, les agents ne trouvent aucun indice sur ces objets. Ils espéraient toutefois avoir capté l'image du ravisseur à l'aide de la caméra. Au visionnement, ils voient le postier venir à plusieurs reprises, mais quand vint le moment du ravisseur, l'image disparut. Quand on voit que le matériel installé chez Charles Lord avait encore fait défaut, je me dis que nous avions vraiment du matériel de mauvaise qualité. Mais il devient bientôt évident que quelqu'un l'avait brisé. Et les agents soupçonnent Charles Lord. C'est alors que le mari de la victime, Alan Roberts, déclare avoir eu une rencontre très étrange avec Lord. La veille au soir, au centre communautaire de EADS, Lord l'avait sommé de venir le rencontrer en privé. Alan fut surpris quand son ami lui proposa son aide pour retrouver Doe en échange d'un montant d'argent. Selon Alan Roberts, Charles Lord lui avait parlé des contacts qu'il entretenait avec le monde interlope. Il lui fournirait des informations moyennant un montant d'argent. Alan m'avait également dit que Charles Lord avait une arme sur lui au moment de cette rencontre. À n'en pas douter, Lord était mêlé à cette affaire. Mais les soupçons des enquêteurs ne suffisaient pas. Ils devaient trouver des preuves. Le 4 mars 1993, 7 mois après la disparition de Doe, l'affaire connaît un autre rebondissement. Le présentateur Joe Birch, de Memphis, reçoit un appel à son bureau. Je n'avais jamais enregistré une conversation téléphonique auparavant, mais j'ai décidé que cette fois-ci, je le ferais. Cet appel a provoqué un déclic dans ma tête. Je me suis dit que cet individu était peut-être celui qui avait fait tous ces appels dans l'affaire Doe Roberts. Je l'ai gardé au bout du fil le plus longtemps possible. Birch s'entretient avec l'homme à l'accent asiatique en essayant d'obtenir des détails sur son identité et sur ce qui était arrivé à Doe. Quand Birch tente de fixer un rendez-vous pour laisser la rançon, l'homme raccroche. J'ai apporté l'enregistrement dans le bureau de mon patron. On a aussitôt appelé le FBI et le bureau du shérif de Shelby County. Les enquêteurs accordent à WMC-TV la permission de diffuser l'enregistrement. Cela fonctionne. Le ravisseur appelle de nouveau. Il était mécontent de la diffusion de l'appel et il exige des journalistes qu'ils cessent de couvrir l'affaire. Mais cette fois-ci, Joe Birch parvient à lui faire faire quelque chose que personne n'était arrivé à faire avant lui, fixer un rendez-vous pour remettre la rançon. Les agents et les inspecteurs du bureau du shérif mettent le lieu de rendez-vous sous surveillance, prêts à mettre la main au collet du ravisseur qui leur échappait depuis si longtemps. Obéissant aux directives, un reporter de WMC-TV se rend au lieu de rendez-vous avec $80 000 en argent liquide. Tous les agents attendaient plein d'espoir. Mais le ravisseur ne se montre pas. Quelques semaines s'écoulent sans que l'enquête ne progresse. Puis, en juin 1993, le ravisseur organise un autre rendez-vous. Il appelle deux neveux de Doe et leur demande d'apporter la rançon à un motel de la région. Bientôt, l'insaisissable ravisseur referait surface. En juin 1993, les enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire Doe Roberts mettent un motel de East sous surveillance. L'agent spécial Johan Overholt fait partie de l'équipe de surveillance. Les neveux de Doe Roberts reçoivent un appel du ravisseur et ils fixent ensemble un rendez-vous pour lui remettre la rançon. Le ravisseur leur dit de se rendre à une chambre de motel, ce qu'ils font, mais ils appellent aussi le FBI. Ils devaient attendre un appel téléphonique ou rencontrer quelqu'un. Des policiers avaient été incapables de repérer Charles Lord ce soir-là. Pendant que l'équipe d'agents surveille le motel, un homme s'approche. C'était Lord. Il se rend à la chambre de motel louée par les neveux de Doe. Charles Lord dit au neveu de Doe Roberts qu'il avait reçu un appel du ravisseur, lui demandant de recueillir l'argent. Ensuite, le ravisseur devait l'appeler, lui, pour lui dire où laisser la rançon. Mais les neveux refusent d'obtempérer. Ils lui disent qu'ils ne transigeraient qu'avec le ravisseur. Les enquêteurs croyaient, pour leur part, que c'était pourtant le cas. C'était le seul individu qui avait déclaré avoir reçu un appel du ravisseur pendant lequel il avait parlé à Doe Roberts. Et maintenant, il venait à ce rendez-vous pour recevoir l'argent. On n'avait alors malheureusement pas assez d'indices pour procéder à son arrestation. Les enquêteurs en profitent toutefois pour concentrer leurs efforts sur Lord. Ils se mettent à la recherche d'un mobile pour cet enlèvement, en obtenant l'autorisation d'examiner ses relevés financiers. On examine les relevés pour voir s'il avait contracté des prêts. On veut savoir dans quel état étaient ses affaires financières.
On constate alors que Lord devait beaucoup d'argent à plusieurs banques. C'étaient des sommes d'argent substantielles. En outre, comme il n'arrivait pas à les rembourser, il avait déclaré faillite. Ces preuves indirectes permettent aux enquêteurs d'obtenir un mandat de perquisition de la maison de Lord. À la fin du mois de juin, les enquêteurs peuvent examiner tous les documents financiers de Lord. Certains dossiers indiquaient qu'il avait des antécédents criminels. Il avait détourné 150 000 $ du Memphis Depot où il travaillait avant de se retirer quelques années plus tôt. Il avait également détourné environ 70 000 $ de l'église de His qu'il fréquentait. Lord était trésorier de l'église et avait donc accès aux comptes bancaires de la paroisse et aux donations en argent liquide. Malgré ces découvertes toutefois, les enquêteurs ne disposaient toujours pas de preuves formelles qu'il avait enlevé quelqu'un. On n'avait rien pour l'accuser de l'enlèvement et du meurtre de Doe Roberts. C'était important d'obtenir des aveux de Charles Lord parce qu'on n'avait pas retrouvé le corps. Un des agents qui travaillait sur l'affaire avait appris à dresser le profil psychologique des criminels. Après analyse des faits et gestes de Lord, il esquisse un profil de son comportement qui devrait être utile pour obtenir ses aveux. Selon lui, Lord était un manipulateur, un menteur compulsif qui croyait que personne ne pouvait l'atteindre. L'agent croyait que la seule façon de remporter la bataille contre le suspect serait de gonfler son ego à bloc. Le plan consistait à convoquer Lord à un interrogatoire et à lui laisser croire qu'on disposait de plusieurs indices sur lui, à la suite d'une importante enquête qu'on faisait depuis plusieurs mois. Les agents remplissent plusieurs boîtes de faux indices pour convaincre Lord qu'il n'était pas au-dessus de tout soupçon. Puis, le 2-5 août 1993, au bureau du FBI de Memphis, il rencontre Lord et son avocat. Pendant l'interrogatoire, je pouvais voir Charles Lord examiner ses boîtes et s'imaginer que nous le surveillions depuis bien plus longtemps qu'il ne le croyait. Il devient alors très nerveux. La tactique du FBI semble porter fruit. Lord finit par reconnaître qu'il avait fait certains des appels pour la rançon. Il ajouta qu'il l'avait fait pour le bien de Doe, dans l'espoir que les policiers n'abandonneraient pas l'enquête. Mais il niait avoir joué un rôle dans son enlèvement. Les enquêteurs qui sentaient qu'il était à deux doigts de céder sous la pression lui firent une offre. Les agents de nos bureaux, de même que l'inspecteur de Shelby County, lui disent que s'il acceptait de se soumettre au détecteur de mensonges et qu'il réussissait son examen, son nom serait rayé de la liste des suspects. Toutefois, s'il échouait, il devrait accepter de subir d'autres interrogatoires relativement à l'enlèvement. Il accepte. Après avoir posé plusieurs questions à Lord pour évaluer ses réactions quand il disait la vérité, l'examinateur lui pose des questions sur Doe, notamment s'il était mêlé à son enlèvement. À la fin de l'examen, l'expert conclut que Lord avait menti. Même si ces résultats n'étaient pas recevables en cours, il permettait aux autorités d'interroger le suspect de nouveau. Les agents du FBI et les inspecteurs du bureau du shérif de Shelby exercent de la pression sur Lord, qui était accompagné de son avocat. Il revenait sans cesse sur les résultats de l'examen polygraphique. J'ai tous les éléments nécessaires. Ce que je dois que vous fassiez. Au début, il continue à nier d'être impliqué. Mais après quelques heures, les tactiques d'interrogatoire finissent par avoir raison de lui. Lord déclare qu'il était prêt à raconter ce qui était arrivé. Il dit qu'il avait besoin d'argent pour rembourser les prêts bancaires et pour rembourser l'argent qu'il avait volé à l'église. Il avait donc décidé d'enlever Doe et de demander une rançon en échange de sa liberté. Le 6 août 1992, il appelle les Roberts en prétendant s'appeler Sam Wagner, un client intéressé par une propriété, et il prend rendez-vous avec Allen. Le lendemain, il savait qu'Allen l'attendrait sur le terrain de la propriété et il se rend chez lui. Doe était en train de ramasser le courrier. Il savait qu'elle lui ferait confiance. Lord déclare aux enquêteurs qu'il avait prévu de rendre sa liberté à Doe quand il aurait eu la rançon, mais qu'elle avait eu une crise cardiaque fatale dans sa voiture. Il ajoute que, pris de panique, il avait jeté son corps et son sac à main, mais il refuse de dire où. Les enquêteurs croient qu'il mentait, du moins quand il disait qu'il avait eu l'intention de remettre Doe en liberté, et peut-être aussi à propos d'autres détails. L'agent spécial John Overall savait qu'il devrait trouver le corps pour valider ses déclarations. On fait alors une offre à Lord. Charles Lord accepte de nous indiquer où se trouvait le corps de Doe Roberts après nous avoir avoué qu'il l'avait enlevé. En échange, le shérif de Shelby County ne chercherait pas à le faire condamner à mort. Lord déclare qu'il avait jeté son corps dans la rivière Wolf. Cette rivière, au courant très paisible, qui parcourt 150 km dans le coin sud-ouest de l'État, se jette dans le Mississippi à Memphis. Lord déclare qu'il avait jeté le corps de Doe du haut d'un pont de Fayette County, à environ 20 km de la maison des Roberts. Des plongeurs cherchent le corps et le sac à main, en commençant à 50 mètres en amont.
c'est le lieutenant John Yancey de Shelby County qui mène les opérations de recherche dans les eaux sombres de la rivière. En tout, il y avait 21 plongeurs. La visibilité dans la rivière était quasi nulle. C'étaient des eaux complètement noires. Et dans ces eaux sombres vivent plusieurs sortes de serpents venimeux. Pour ajouter encore aux difficultés, le crime avait été commis 1 an plus tôt. Les restes humains seraient éparpillés et difficiles à trouver. Les équipes devaient poursuivre leurs recherches centimètre par centimètre, malgré une chaleur dépassant 43 degrés. Le deuxième jour, j'étais sur le pont, quand une dame âgée est venue me trouver et m'a demandé de lui faire une faveur. « Je vais faire ce que je peux. » lui ai-je répondu. Elle a dit, « Je veux que vous trouviez quelque chose aujourd'hui pour qu'on puisse enfin faire notre deuil et enterrer d'eau. » Après 3 jours entiers, les plongeurs avaient ratissé le lit de la rivière sur 800 mètres. Le corps ne pouvait pas être allé plus loin, dans ces eaux peu profondes des basses-terres. J'ai dit à mon supérieur que, selon mon expérience, la victime n'était pas là. Si vous voulez qu'on continue à chercher, ai-je ajouté, il va falloir qu'on se rende jusqu'au Mississippi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'est pas ici. Les enquêteurs commençaient à croire que Lord leur avait menti, mettant ainsi inutilement la vie des plongeurs en danger. L'agence spéciale Overhaul affronte Lord à ce sujet. On emmène Charles Lord sur le site des recherches. On lui dit que les plongeurs mettaient leur vie en péril pour trouver le corps. Or, le cadavre ne semblait pas être là. Le suspect était à court de mensonges. Maintenant, il était prêt à dire aux enquêteurs ce qui était vraiment arrivé à Doe Roberts. Après 3 jours de recherche dans la rivière Wolf, au Tennessee, le chef de l'équipe de plongeurs, John Yancey, croyait que la dépouille de Doe Roberts, la victime d'un enlèvement, ne se trouvait pas dans la rivière. On avait fouillé partout et, avec mes quelques années d'expérience, j'étais persuadé qu'on aurait dû trouver quelque chose, soit des ossements, des articles de maquillage ou quelque chose de ce genre. J'ai dit, si je me fie à mon expérience, elle n'est pas là. Les enquêteurs avaient mis Lord au pied du mur. Quand Lord eut compris que les policiers ne le lâcheraient pas tant qu'il n'aurait pas dit la vérité, il reconnut que Doe n'était pas morte d'une crise cardiaque dans sa voiture. Il déclare qu'il l'avait amenée chez lui et qu'il l'avait ligotée dans une chambre au-dessus du garage. Il ne pouvait plus laisser sa voisine partir. Il avait tenté de la tuer en lui administrant des somnifères. Quand il avait constaté que cela ne fonctionnait pas, il l'avait étouffée avec un oreiller. Il déclare qu'il l'avait enterrée sous un tas de compost dans son jardin. Il avait recouvert de cordes chaudes et de ciment pour accélérer le processus de décomposition. Il fallait déterminer si Lord disait la vérité cette fois-ci, et recueillir les indices pour donner enfin à la famille de Doe la possibilité de vivre un deuil en sachant ce qui lui était arrivé. Le bureau du shérif contacte le service d'anthropologie judiciaire de l'Université du Tennessee. Après avoir retiré plusieurs couches de feuilles et de compost, les experts se mettent à creuser. Le lieutenant Ronald Godwin de Shelby County supervise les minutieuses fouilles. On utilise des pinceaux et des petites truelles, un peu comme le font les archéologues. On ne retire qu'une cuillerée de terre à la fois pour ne laisser passer aucun indice. On doit aussi s'assurer qu'on ne modifie pas ou qu'on ne détruit pas d'indices se trouvant avec le corps. Après 2 heures, les experts percent une couche de ciment et de chaux. Dans l'espace en dessous, ils trouvent un cadavre. La première chose qu'on voit, c'était une main. Le reste du corps gisait sur le dos, le visage tourné vers le haut. Il fallut 17 heures pour exhumer complètement la dépouille. Ce que les enquêteurs découvrent alors les surprend. La peau était intacte. Le corps était dans un tel état de conservation que nous aurions pu pratiquer toutes les analyses pour savoir si la victime avait été empoisonnée. On aurait pu relever les traces de ce qui l'avait tuée, si elle avait été victime d'une agression sexuelle, par exemple. Il nous est apparu qu'en mettant de la chaux sur le corps, cela avait eu l'effet contraire à ce que Lord avait souhaité. Le corps était intact. Le détail le plus troublant était sans aucun doute la position de la main de cette femme de 65 ans. La seule chose qui était anormale dans sa position, c'était sa main. Elle se trouvait devant son visage, dans une position défensive et ses doigts étaient écartés. Pour les enquêteurs, la victime n'était pas morte quand on l'avait enterrée. Elle était sans doute en vie et avait tenté d'enlever le ciment avec sa main. Près d'1 an après la disparition de Doe Roberts, le FBI et Allen Roberts disposaient de preuves formelles. Le 19 octobre 1993, Charles Lord a plaidé coupable de meurtre au premier degré et d'enlèvement. Il a été condamné à la prison à vie plus de 5 ans. Allen, le mari de Doe, a dû subir les soupçons des enquêteurs pendant plusieurs mois. Mais quand la vérité a éclaté, il a pu enfin mettre Doe en terre. Il reste toutefois encore un défi à relever pour Alan Roberts. Il déclare,
C'est difficile de faire son deuil. J'essaie de ne plus penser à Charles Lord. Et je prie Dieu pour qu'il m'aide à lui pardonner. Je prie aussi Dieu pour qu'il veille sur Do. Allen et Do Roberts ont été mariés pendant 43 ans avant que la vie ne les arrache l'un à l'autre. Allen croit qu'un jour, il retrouvera Do pour toujours.